Si une de ces éprouvettes-là avait cassé, il tuait tout le monde sur l'avion. Titre d'exemple. Moi, il y a un dossier sur lequel j'ai travaillé lorsque j'étais au contre-espionnage à Montréal. Je sais pas ça fait combien de temps de ça, mais je sais que j'ai lu un article comme quoi qu'il y avait 2 chercheurs, un couple là, qui était asiatique, je pense chinois. Ouais, à Winnipeg, qui se sont fait expulser, je pense. Ou, ils se sont sauvés. Ah, ils se sont sauvés. Puis ils étaient des potentiels. Ils ont volé des choses. Ils travaillaient. On a un gros laboratoire très. Il n'est pas secret. C'est un laboratoire, par exemple, à haute sécurité parce que on fait des tests sur des pathogènes, sur des virus, des microbes, des choses de ce genre-là. Et il faut faire très, très, très attention quand on travaille là-dedans. Donc, c'est à haute sécurité. Mais c'est pas secret. Et ces gens-là sont venus travailler et on n'a pas toute l'histoire parce que ça n'a pas été filtré dans les médias, mais ils auraient volé de la propriété intellectuelle, ils auraient volé des échantillons de diverses choses qu'ils auraient retournées en Chine. Et ces gens-là ont disparu à un moment donné. C'est juste ça qui est arrivé, ils sont partis. Puis... C'est ça. Et c'est pas la première fois. Il y a un autre chercheur comme ça à Ottawa qui s'était fait une copine chinoise intéressamment et qui se préparait à prendre l'avion avec des fioles, des éprouvettes qui avaient des virus là-dedans. Si une de ces éprouvettes-là avait cassé, il tuait tout le monde sur l'avion. Titre d'exemple. Moi, il y a un dossier sur lequel j'ai travaillé lorsque j'étais au contre-espionnage à Montréal où un agent russe du GRU, ça c'est le service militaire, service de renseignement militaire, qui était ici à Montréal sous couverture diplomatique, donc au consulat, et avait approché un professeur d'université. Et nous, notre filature l'avait suivi parce que c'était une de nos cibles. Puis on l'avait suivi jusqu'à l'université où il s'était rendu. Puis on savait à quel professeur il était allé s'adresser. Puis quand on est allé voir le professeur, il nous a carrément envoyé promener des marguerites. Il voulait rien savoir. Il nous a traité de James Bond amateur, etc. J'ai dit OK. J'ai dit on va sortir, on va s'en aller. Mais j'ai dit le prochain téléphone, c'est pas moi qui va te le faire, c'est toi qui va me téléphoner. Ça a pris 1 mois. 1 mois plus tard, il nous a téléphoné en panique. On va le voir, il était blanc comme un drap. Il venait de recevoir la liste d'épicerie de l'espion russe en question, soviétique à l'époque, mais de l'espion russe. Et ça y a vraiment fait peur. Parce que lui, comme professeur, il avait le droit de commander des virus, des pathogènes de l'extérieur. Et sur les choses qui avaient été demandées, il dit, regarde, dis ça, là. Il dit, t'échappes ça dans le Saint-Laurent. Puis 50 000 de chaque côté du Saint-Laurent, il n'y a plus de vie. Tout est mort. Les plantes, les animaux, les humains, tout est mort. Tu t'échappes ça dans le Saint-Laurent, c'est tout. Il y a eu vraiment peur. Et d'ailleurs, quand le consulat a brûlé, parce qu'en 1988, le consulat à Montréal a brûlé, tout est tombé dans la chose. Et ce qui était bien étonnant, c'est que habituellement les Russes, lorsqu'il arrivait quelque chose de ce genre-là, ou c'est les Soviétiques encore à l'époque, ils mettaient tout dans un container, mettaient ça sur un bateau, puis dans le milieu de l'Atlantique, dans une fosse super profonde, ils jetaient les containers par-dessus bord, puis personne n'entendait parler. Tu sais. Mais à cette époque-là, Lumpov, qui était le grand patron du KGB à Montréal, Victor Lumpov, a fait une erreur qu'on comprend pas pourquoi, mais on est content. Il a envoyé les containers au dépotoir. 18 containers. On les a tous ramassés. Puis on les a tous passés au peigne fin. On a trouvé des choses là-dedans. Et encore aujourd'hui, de l'histoire contemporaine universelle des services de renseignement, la collecte d'informations qu'on a fait à ce moment-là est la plus fructueuse de partout au monde. Et dans les poubelles du consulat, on avait trouvé des fioles et des éprouvettes qui contenaient des bactéries et des virus qui, en cas de guerre contre l'Union soviétique à l'époque, ils auraient pu utiliser contre nous ici, en sol canadien. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on doit probablement retrouver en ce moment dans les diverses représentations diplomatiques russes à travers le monde. Et là, on est en conflit contre contre la Russie avec Poutine. Il faut faire attention à nos arrières, parce que ces gens-là, ils sont ici, ils sont en sol canadien.
Ouais. Et il pourrait, s'il voulait, faire des choses contre nous. Il y a bien des pays qui ont expulsé justement des ambassadeurs, puis je sais pas si c'est vrai, mais est-ce que c'est vrai qu'ils ont un statut protégé qui peuvent pas Oui, ça c'est une convention de Genève qui existe avec les services diplomatiques en général, et ça a été fait pour nous protéger nous autres aussi. Si, admettons, tu as un diplomate canadien qui va travailler dans un pays de dictature X, on voulait pas que nos diplomates soient arrêtés pour toutes sortes d'excuses et emprisonnés, torturés, etc. Ouais. Alors, aux Nations Unies, on a convenu que tous les diplomates du monde allaient avoir cette protection diplomatique. Donc, et c'est arrivé qu'il y a eu, à titre d'exemple, à Ottawa, encore une fois, un diplomate russe qui, après une sortie de pêche, était rond comme une balloune et puis il a frappé 2 femmes qui marchaient sur le bord de la rue. Il en a tué une. Il était en état d'ébriété, il a été arrêté par les policiers, il a effectivement été déclaré en état d'ébriété, etc. Mais il n'a jamais été condamné ou poursuivi ici au Canada parce qu'il a pu rentrer en Union soviétique à l'époque. Puis c'est là qu'éventuellement, avec toutes les pressions, il a été jugé, mais je veux dire, il y a une tape ses doigts, là. Il y a un statut particulier. Oui. Mais ça marche dans les deux directions. Autant, des fois, on se fait avoir. Puis, il y en a qui en abusent aussi, hein. On a des pays qui utilisent leur courrier diplomatique. Ça, le courrier diplomatique, c'est n'importe quel paquet, sac ou n'importe quoi qui est étampé courrier diplomatique. On n'a pas le droit de le fouiller. Il y en a qui utilisent ça pour faire rentrer de la drogue, puis ils vendent ça ici au Canada. On a des pays qui font ça. On a des jeunes qui ont été arrêtés en faisant ça. On a eu toutes sortes de contrebandes de trafic qui ont été faits de cette manière-là. Fait que est-ce que les ambassades pourraient être un genre de cheval de Troie pour les espions? Absolument. C'est pas est-ce que c'est. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe. Oui, exactement. Ouais. Et certains pays, dépendamment des pays, tu peux avoir des fois jusqu'à 70% des diplomates qui sont là, qui sont en réalité des espions, qui ne sont pas de vrais diplomates, qui sont sous une couverture diplomatique. On le voit aussi avec des représentations journalistiques, des fois. Donc, des faux journalistes mais quel job? T'as le droit, t'as la raison d'aller questionner des politiciens, des hommes d'affaires, toutes sortes. Tu peux aller où tu veux sous la couverture journalistique, puis tu vas poser toutes sortes de questions. Alors oui, effectivement, le plus gros pourcentage d'espions, on les retrouve dans des missions diplomatiques ici. Puis on a nos vilains conventionnels, là, que ce soit la Chine, la Russie, mais il n'y a pas qu'eux autres qui font ça là, à l'heure actuelle. On va en retrouver avec l'Arabie Saoudite, on va en retrouver avec d'autres pays comme Israël, le Brésil, les Indes. Donc, je nomme des pays, puis d'autres alliés aussi, là, les Britanniques, les Français, les Allemands vont avoir des espions ici aussi. Donc, c'est un jeu qui est utilisé, comme je le disais tout à l'heure, un peu comme un outil pour les relations internationales et les missions étrangères pour pouvoir avancer les agendas des pays. Au bout de la ligne, ça revient à l'adage d'un politicien britannique du 18e siècle qui disait les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ouais. Alors, à quelque part, un jour, on est peut-être copains, on fait business ensemble, mais demain, je vais peut-être t'en passer une petite dans le sens contraire des branches.